Il était un homme d'affaires au sommet de sa fortune, et il avait perdu quelque chose d'inestimable. Cette perte aurait pu lui coûter son empire, mais une humble travailleuse du bâtiment, une femme que le destin avait malmenée, a retrouvé son bien et le lui a rendu, sans même connaître son identité. Pourquoi une personne si démunie aurait-elle fait preuve d'une telle intégrité? Et comment ce simple acte de bonté a-t-il pu changer leur vie à tout jamais? Voici l'histoire d'un magnate solitaire et d'une jeune femme courageuse, et de la manière dont leurs mondes sont entrés en collision. Au cœur battant de Douala, vivait une jeune femme nommée Amara. Elle n'avait que 24 ans, mais son regard portait la lassitude de quelqu'un qui avait déjà trop vu, trop enduré, chaque jour, bien avant que les premières lueurs du soleil ne percent la brume matinale. Elle nouait un foulard usé sur ses cheveux rêches, enfilait ses bottes déchirées par le labeur, et marchait d'un pas déterminé jusqu'au chantier poussiéreux situé un peu plus loin. Amara n'était pas une ouvrière comme les autres, avec une force qui semblait défier sa silhouette élancée. Elle transportait des parpaings sur sa tête, mélangeait le ciment à la pelle avec une énergie farouche, et poussait des brouettes chargées de sable sans jamais laisser échapper la moindre plainte. Amara transpirait sous le soleil brûlant du Cameroun, gagnant chaque franc à la sueur de son front. La vie ne lui avait jamais fait de cadeau. Alors qu'elle n'avait que quelques années, une enfant à peine sortie de la petite enfance, ses parents avaient péri dans un tragique accident de bus, alors qu'ils rentraient de leur village natal. Personne n'était venu à son secours, aucun membre de leur famille, lointain ou proche, ne les avait accueillis. Elle s'était retrouvée seule au monde, avec la charge écrasante de ses 2 jeunes frères et sœurs, Issa, qui n'avait que 8 ans, et la petite Fanta, qui n'en avait que 6. Dès cet instant, Amara était devenue leur mère, leur père, leur unique ancre dans une mer déchaînée. Au début, elle vendait du pain au bord de la route, sa voix d'enfant se perdant dans le vacarme de la ville. Puis, elle lavait le linge des gens, ses petites mains rougies par l'eau et le savon. Comme cela ne suffisait toujours pas à nourrir 3 bouches, elle avait supplié un vieux maçon de lui apprendre le métier, de lui donner sa chance sur un chantier. C'est ainsi qu'elle avait commencé à transporter des blocs, jour après jour, pour survivre, mais malgré les difficultés, malgré la douleur qui raidissait ses muscles chaque soir, elle ne se plaignait jamais. Parfois, quand ses mains tremblaient d'épuisement, elle s'asseyait au bord du bâtiment inachevé, levait les yeux vers le ciel infini et murmurait pour elle-même, comme une prière, « Un jour, les choses changeront ». Elle était loin, bien loin de se douter que ce changement était plus proche qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Non loin de là, dans les quartiers opulents de la même ville, vivait un jeune magnate de l'immobilier nommé Jean-Luc. Il avait 30 ans, était grand, d'une élégance naturelle, mais d'un calme et d'une réserve qui le rendaient presque inaccessible. Son visage était une présence constante dans les magazines financiers. Son nom s'étalait sur d'immenses panneaux publicitaires qui surplombaient la ville. Il possédait 2 grandes sociétés immobilières, l'une au Cameroun et l'autre en France. Tout le monde parlait de sa richesse, de ses succès fulgurants, mais il y avait quelque chose que les gens ignoraient à propos de Jean-Luc. Il n'aimait pas le bruit assourdissant des cercles mondains, il n'allait jamais en boîte de nuit, il se méfiait des sourires faux, de ceux qui semblaient polis mais qui cachaient mal la cupidité. Jean-Luc était né dans la richesse, mais il n'en était pas fier. Sa mère, une femme douce et bienveillante, lui avait toujours répété cette leçon, gravée dans son cœur. Respecte tout le monde, aussi humble soit-il, la vraie richesse ne se mesure pas en argent, mais dans la façon dont on traite les autres. Et il l'écoutait, portant ses paroles comme une boussole morale. Pourtant, malgré tout son argent, ses voitures de luxe et ses demeures somptueuses, il lui manquait quelque chose d'essentiel. Jean-Luc n'avait jamais trouvé la femme idéale. De nombreuses femmes entraient dans sa vie, belles, riches, sophistiquées,
Mais quelque chose clochait toujours. Elle parlait d'amour, mais leurs yeux brillaient d'une lueur avide. Il confiait souvent à son plus vieil ami qu'il voulait une femme authentique, une femme vertueuse, pas une qui aime mon argent, disait-il, mais une qui comprenne la douleur, une qui me voie moi, Jean-Luc, et pas seulement ce que je possède. Ce qu'il ignorait, c'est que cette femme, cette âme rare qu'il cherchait, était tout près, le destin, ce grand tisserand, écrivait déjà leur histoire, et très bientôt, leurs deux mondes, si différents, si éloignés l'un de l'autre, allaient entrer en collision d'une manière totalement inattendue. Après plus de 10 ans passés à développer ses affaires en France, Jean-Luc avait décidé de rentrer au Cameroun. Il n'était pas revenu pour parader, mais pour des vacances. Il aspirait à 2 mois d'eux. Calme, loin du rythme effréné de Paris, il souhaitait se reposer, visiter quelques terrains qu'il possédait dans différents quartiers de la ville, et simplement profiter de moments simples. Un matin, Jean-Luc se réveilla léger, une sensation qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. Il décida d'aller faire quelques courses et d'inspecter l'une de ses propriétés. Il enfila un simple t-shirt vert, un jean et une casquette, pas de costume de grand couturier, pas de voiture de sport rutilante, juste lui et l'un de ses habituels SUV noirs. « Je veux juste respirer l'air de mon pays aujourd'hui », dit-il à son majordome en récupérant ses clés de voiture. Il se rendit en voiture à un supermarché voisin, non loin du terrain qu'il comptait inspecter. À l'intérieur, Jean-Luc prit quelques encas, des boissons, du dentifrice et d'autres articles de première nécessité. Il sourit à la caissière, paya tout et glissa soigneusement son portefeuille noir dans sa poche arrière. Mais alors qu'il se dirigeait vers sa voiture, quelque chose tomba, un bruit mat, presque inaudible dans le brouhaha ambiant. Il ne le remarqua pas. C'était son portefeuille. Ce portefeuille contenait toute sa vie, son permis de conduire français, 2 cartes de crédit international, sa carte d'identité camerounaise, ses cartes de visite et plus de 1 000 € en liquide. En montant dans sa voiture, il se sentait si calme, si détendu. Il ouvrit même une bouteille d'eau et but lentement avant de démarrer le moteur. Il n'avait absolument aucune idée de ce qu'il venait de perdre. Il était sur le point d'être secoué, d'une manière qu'il n'aurait jamais pu anticiper. Ce même matin, Amara se rendait sur le chantier, mais elle s'était réveillée avec une faim tenace. Elle décida donc de passer au supermarché pour acheter une boisson fraîche et quelques beignets. Elle compta 2 fois les quelques pièces dans sa poche pour s'assurer qu'il y en avait assez. Après avoir fait ses modestes courses, elle sortit discrètement du supermarché, mais quelque chose attira son attention près du parking, un portefeuille noir, épais et luxueux, qui semblait déplacé sur le sol poussiéreux. Elle marqua une pause, elle regarda autour d'elle. Personne ne semblait chercher quoi que ce soit. Elle s'approcha, se pencha lentement et le ramassa. Il était lourd. Elle l'ouvrit avec des mains hésitantes et vit une grande quantité d'argent étranger. Des cartes de visito, nom d'un certain Jean-Luc Beaumont, et quelques documents d'identité. Les yeux d'Amara s'écarquillèrent. « Ah, qui a bien pu laisser son portefeuille ici ?» demanda-t-elle doucement, à voix basse. Elle fit un pas en arrière, ouvrit à nouveau le portefeuille et examina les cartes de visite. Elle en choisit une et essaya de lire le numéro, mais il y avait un indicatif international français. Il n'y avait aucun contact WhatsApp, aucun numéro camerounais. Elle essaya d'appeler le numéro étranger, mais la connexion était impossible. Pendant un instant, une pensée fugace traversa son esprit. Elle regarda à nouveau autour d'elle. Personne, elle aurait pu s'en aller. Personne ne l'aurait jamais su. Cet argent aurait pu changer sa vie, celle de ses frères et sœurs, mais quelque chose au plus profond d'elle, une voix, celle de ses parents peut-être, lui disait non. Elle retourna dans le supermarché et se dirigea droit vers la caisse. « Excusez-moi », dit-elle d'une voix douce, « j'ai trouvé ce portefeuille dehors, près du parking, je pense qu'il est tombé de la poche de quelqu'un. »
La caissière parut surprise, presque choquée. Vous voulez dire que quelqu'un a perdu ce genre de portefeuille? Demanda-t-elle, les yeux ronds. Amara hocha la tête. Oui, veuillez le remettre au service de sécurité. À l'arrivée du propriétaire, s'il vous plaît, rendez-le lui. La caissière la regarda fixement, avec une admiration nouvelle. Vous êtes une personne gentille, merci. Elle lui tendit le portefeuille et sortit, le cœur léger malgré le ventre vide, à la station-service, non loin du supermarché. Jean-Luc s'arrêta et sortit de sa voiture. Le pompiste s'approcha de lui avec un sourire. « Bonjour, monsieur, le plein ?» demanda le jeune homme. « Oui, s'il vous plaît, » répondit Jean-Luc. « Vous payez par carte ou en espèces ?» demanda le préposé. « Par carte de débit, » dit Jean-Luc. L'employé poursuivit. « Si vous payez par carte, je préférerais que vous effectuiez le paiement en premier, car nous avons souvent des coupures de réseau. » « Bien sûr, ça va, » répondit Jean-Luc, puis il fouilla dans sa poche arrière, là où il gardait toujours son portefeuille, mais elle était vide. Il marqua une pause, un frisson le parcourant, il vérifia son autre poche, rien. Il ouvrit la portière et fouilla le siège avant, sous le tableau de bord, entre les sièges, toujours rien. Il s'installa sur la banquette arrière et vida son sac, sa mallette, toujours rien. Son cœur se mit à battre plus vite, une panique froide l'envahissant. « Mon portefeuille ?» dit-il dans un souffle, son visage se décomposant lentement. « Où est mon portefeuille ?» Il regarda le pompiste. « Accordez-moi une minute, s'il vous plaît. » Jean-Luc sauta au volant et démarra en trombe, en retournant vers le supermarché. Il murmurait « S'il te plaît, Seigneur, fais que ce soit là, laisse-moi trouver mon portefeuille là-bas. » Il contenait tout, des cartes de visite importantes, son permis de conduire français et d'autres pièces d'identité cruciales. Quelques minutes plus tard, il entra en trombe dans le supermarché. Il alla droit à la caissière et lui dit, la voix tendue, « Excusez-moi, s'il vous plaît, j'étais là il y a environ 1 heure, je crois que j'ai perdu mon portefeuille. Quelqu'un l'a-t-il vu ?» La caissière l'observa attentivement. « C'est vous qui avez acheté les snacks, n'est-ce pas ?» « Oui, » dit Jean-Luc en essayant de garder son calme. La caissière hocha la tête. « Oui, une jeune femme a trouvé un portefeuille quelques minutes après votre départ. Elle l'a rendu à notre responsable de la sécurité. » Jean-Luc soupira de soulagement. « Dieu merci, puis-je lui parler ?»« Laissez-moi l'appeler, » dit la caissière. Elle sortit pour appeler l'agent de sécurité et revint avec un homme de grande taille portant un uniforme bleu foncé et une étiquette sur laquelle était inscrit « Monsieur Abega ». « Bonsoir, monsieur », salua l'homme. « Bonsoir », répondit Jean-Luc. « J'ai perdu mon portefeuille ce matin. La caissière vient de me dire que quelqu'un l'avait trouvé et vous l'avez donné. » L'homme a hoché la tête. « Oui, monsieur, une jeune femme a déposé un portefeuille ici il n'y a pas longtemps. »« Mais avez-vous la preuve qu'il vous appartient ?»« Oui, » dit rapidement Jean-Luc. « Mes cartes de visite sont à l'intérieur. Je m'appelle Jean-Luc Beaumont. Vous verrez également une photo d'identité. » L'agent de sécurité ouvrit un petit tiroir à côté du comptoir et en sortit le portefeuille noir. Il l'ouvrit, vit les cartes de visite et la photo. Il se tourna vers Jean-Luc. « Vous avez raison, c'est à vous. » Il lui tendit le portefeuille. Jean-Luc l'ouvrit lentement, un côté à la fois. Tout était encore là, l'argent, les documents, les cartes, il ne manquait rien. Il serra fermement le portefeuille et se tourna vers eux deux. « Où est la dame ?»« Celle qui l'a rendu. » La caissière sourit. Elle n'a pas dit grand-chose. Elle était juste venue acheter des encas et une boisson. Elle a vu le portefeuille dehors et l'a apporté.
Jean-Luc cligna des yeux. Elle n'a pas laissé de numéro. Non, monsieur, répondit la caissière, elle n'a même pas attendu de remerciements. Jean-Luc marqua une pause, puis demanda un petit morceau de papier et un stylo. Il nota soigneusement son numéro de téléphone, il plia le papier et le tendit à la caissière. « S'il vous plaît, dit-il, si jamais elle revient ici, donnez-lui ceci, dites-lui de m'appeler. » D'accord, monsieur, hocha la tête la caissière. Jean-Luc fouilla dans son portefeuille, en sortit quelques billets et les tendit à la caissière et à l'agent de sécurité. « Merci, dit-il, non seulement pour l'avoir gardé en sécurité, mais aussi pour avoir participé à cet acte d'honnêteté. » Ils le remercièrent tous deux avec un grand sourire, mais alors que Jean-Luc retournait à sa voiture, il regarda autour de lui, dans l'espoir de voir la dame qui avait eu la gentillesse et l'honnêteté de lui rendre son portefeuille. Elle avait disparu, mais quelque chose dans son cœur lui disait que ce n'était pas la dernière fois qu'ils se rencontraient. Cette nuit-là, Jean-Luc était allongé, éveillé, dans sa grande chambre luxueuse, les lumières étaient éteintes. Mais ses yeux étaient grands. Ouverts, il se tourna de tous côtés, mais le sommeil refusait de venir. Ses pensées revenaient sans cesse à cette jeune femme du supermarché, celle qui lui avait rendu son portefeuille sans rien prendre en retour. Il posa la main sur sa poitrine et fixa le plafond. Incroyable. Elle a prouvé qu'il existe encore des gens profondément honnêtes, murmura-t-il dans le silence. Elle a vu tout cet argent et n'y a pas touché. Il s'assit sur son lit et secoua lentement la tête, un mélange d'admiration et de perplexité sur le visage. « Je ne connais même pas son nom, » dit-il doucement. « J'aurais tellement aimé qu'elle laisse un numéro, j'aurais aimé pouvoir la remercier moi-même, en personne. »« J'espère qu'elle reviendra, » se dit-il, « elle mérite vraiment d'être récompensée, les gens comme elles sont rares, tellement rares. » 3 semaines plus tard, Amara retourna au même supermarché. Elle avait enfin réussi à économiser un peu d'argent et voulait faire quelques courses pour elle et ses jeunes frères et sœurs, Issa et Fanta, alors qu'Amara poussait un chariot dans l'allée. Elle paraissait fatiguée mais concentrée. Elle ne remarqua pas la caissière au comptoir qui lui faisait de grands signes. « Excusez-moi, maman », lança la caissière. Amara continua son chemin. « Maman, excusez-moi. » Toujours pas de réponse, mais quelqu'un tapota doucement le bras d'Amara et murmura « Et la caissière vous appelle. » Amara se retourna lentement, la caissière s'avança rapidement vers elle avec un petit sourire. « Bonjour, maman, dit-elle gentiment, je suis désolée de vous déranger, mais quelqu'un m'a demandé de vous donner ceci. » Elle lui tendit un morceau de papier plié. Amara cligna des yeux. « Surprise, qui vous a donné ça ?» demanda-t-elle. Le sourire de la caissière s'élargit. « L'homme à qui vous avez rendu le portefeuille il y a quelques semaines, il m'a dit que si vous reveniez un jour, je devais vous donner ceci. » Amara se figea, ses doigts se crispèrent légèrement sur le papier. Elle le regarda. Il y avait un numéro de téléphone écrit dessus. Son cœur s'accéléra. Elle ne s'attendait à rien, pas après 3 semaines. Elle l'avait même presque oublié. « Oh, d'accord, merci, » dit-elle doucement. La caissière hocha la tête. « Il semblait très sérieux dans son désir de vous remercier, » ajouta-t-elle. Amara plia le papier et le garda précieusement dans sa main tout en continuant ses achats, mais son esprit n'était plus entièrement concentré sur le magasin. Elle ne cessait de penser à ce papier et à ce qu'il pouvait signifier. Sur le chemin du retour, elle rangea soigneusement le papier dans son sac de courses. De retour dans leur petit appartement d'une seule pièce, elle laissa tomber le sac dans un coin et se dirigea directement vers la cuisine pour préparer le repas du soir. Plus tard, Fanta, la petite sœur d'Amara, avait déballé les courses et faisait le ménage. Elle récupéra les sacs en papier usagé
et les jeta dans la poubelle devant la maison. Elle ignorait totalement qu'un petit bout de papier, porteur d'un grand espoir, se trouvait à l'intérieur, et quand Tamara s'en souvint, il était déjà bien trop tard. Le lendemain matin, Amara se réveilla le cœur léger. Puis son esprit revint au papier que la caissière lui avait donné, celui avec le numéro de téléphone de Jean-Luc. Elle sourit doucement. « Aujourd'hui, je l'appellerai. » Plus tard dans la journée, alors qu'Amara était prête à l'appeler, elle ouvrit son sac à main pour chercher le numéro, puis elle marqua une pause. Elle se souvint soudain qu'elle avait glissé le morceau de papier dans le sac de courses qu'elle avait rapporté du supermarché. Elle cria rapidement « Fanta ! Fanta !» La petite fille répondit de l'extérieur. Lorsqu'elle entra, Amara dit, la voix pressante « S'il te plaît, aide-moi à vérifier le sac en papier que j'ai apporté hier. Il y a un petit morceau de papier à l'intérieur. » Fanta resta figée un instant, puis répondit, l'air coupable. « C'est important ? Parce que je l'ai déjà jeté hier. » Les yeux d'Amara s'écarquillèrent. « Oh non !» Sans réfléchir, elle traversa la rue en courant, pieds nus, droit vers la grande poubelle verte au coin de la rue. Peu lui importait qui la regardait, elle atteignit la poubelle, ouvrit le couvercle. Mais elle était vide, complètement vide, les boueurs étaient déjà passés. Amara resta figée, son cœur se serra, elle baissa les yeux vers la poubelle vide et sentit une boule se former dans sa gorge. Ses mains retombèrent le long de son corps, ses jambes faiblirent. Elle s'assit lentement sur le trottoir près de la poubelle, elle fixa le sol et murmura « Mon Dieu, pourquoi maintenant ? Comment est-ce possible ?» Des larmes silencieuses coulèrent sur ses joues. Mais au bout de quelques minutes, elle s'essuya le visage avec le bord de sa robe, elle se leva et se dit doucement, avec une résilience qui la caractérisait, « Si c'est ce qui doit arriver, ça arrivera quand même. » Elle pensa retourner au supermarché, prévenir la caissière, peut-être lui redemander le numéro, mais au moment où elle se retournait pour partir, elle s'arrêta, elle ne voulait pas paraître désespérée. Alors, elle prit une grande inspiration et rentra lentement chez elle, mais au fond d'elle, une petite lueur d'espoir refusait de s'éteindre. 2 semaines passèrent, et la vie reprit son cours implacable. Amara retourna travailler sur le chantier, se levant tôt et rentrant tard, comme d'habitude. Puis, un samedi matin, sa voisine frappa à sa porte. « Amara, dit-elle, il y a une distribution d'aide gratuite au secrétariat du gouvernement local. Ils distribuent de la nourriture, des livres et même des boissons. C'est une grande société immobilière qui organise ça. Tu devrais y aller avec tes frères et sœurs, je serai là aussi. » Amara hocha la tête. « Allons-y. » À leur arrivée, l'endroit était bondé mais calme. Les gens faisaient la queue patiemment, des bénévoles distribuaient des bouteilles d'eau, des boissons et des paquets de riz. On donna à Amara un petit paquet de riz et du concentré de tomates. Alors qu'elle se retournait pour partir, quelque chose attira son attention. Près de la buvette, une dame aidait à servir du jus. Son visage lui semblait familier. Amara regarda à nouveau. C'était la caissière du supermarché. La dame leva les yeux, plissa les yeux, puis sourit d'un air radieux. « Et c'est vous qui avez rendu le portefeuille, n'est-ce pas ?» Amara sourit aussi, soulagée. « Oui, maman, c'est moi, mais j'ai perdu le numéro que vous m'avez donné. » Le sourire de la dame s'élargit, elle se pencha et murmura avec enthousiasme. « L'homme est là, c'est lui qui sponsorise tout cet événement. » Le cœur d'Amara fit un bond, elle se figea, son regard scruta lentement la foule. Était-ce enfin le moment qu'elle attendait ? La caissière regarda autour d'elle un instant,
puis désigna doucement un SUV noir garé tranquillement au coin du terrain. « C'est lui, » dit-elle en souriant, « c'est l'homme assis dans ce SUV, laisse-moi aller lui dire que tu es là. » Amara écarquilla les yeux. Elle secoua vivement la tête. « Non, non, s'il vous plaît, ce n'est pas nécessaire, » dit-elle doucement, « je ne suis pas venue pour ça. » Mais la caissière s'était déjà retournée et se dirigeait vers le SUV avec un large sourire. Amara resta là, figée, son cœur battait la chamade, elle sentait ses mains devenir moites. Quelques secondes plus tard, elle vit la caissière s'approcher de la voiture, se pencher légèrement et parler à l'homme à l'intérieur en la désignant, puis l'homme sortit, c'était Jean-Luc, il regarda dans la direction indiquée par la caissière, puis son regard croisa celui d'Amara, il s'avança lentement vers elle, arrivé à sa hauteur, il s'arrêta et lui sourit doucement. « Je vous ai enfin rencontré, » dit-il d'une voix calme. Amara lui sourit timidement. « Bonjour, monsieur. »« Comment t'appelles-tu » demanda Jean-Luc. « Je m'appelle Amara, » dit-elle d'une voix douce mais claire. Jean-Luc hocha la tête et sourit de nouveau, secouant lentement la tête. « Tu n'as aucune idée depuis combien de temps je te cherche, » dit-il. Amara baissa les yeux, puis répondit « J'ai perdu le numéro que la caissière m'a donné, je l'ai gardé dans un sac, mais mes frères et sœurs l'ont jeté. » Jean-Luc sourit légèrement. « Je suis désolé pour ça, mais peut-être qu'aujourd'hui n'était pas une erreur. Peut-être étions-nous censés nous rencontrer ici. » Il la regarda avec bienveillance. « Comment as-tu entendu parler de cet événement ?»« C'est une voisine qui me l'a dit, j'ai donc décidé de venir, » répondit Amara. « C'est bien, je suis vraiment content que tu sois venu. » Puis il sortit son téléphone et le lui tendit. « Veuillez taper votre numéro ici, » dit-il. Amara prit le téléphone à deux mains et composa soigneusement son numéro, puis il lui fit immédiatement un appel en absence pour qu'elle puisse l'enregistrer. « Appelle-moi quand tu seras rentré, » dit doucement Jean-Luc. Amara eut un grand sourire. « D'accord, monsieur, » répondit-elle d'une voix joyeuse. Avant de partir, Jean-Luc sortit une petite enveloppe marron de sa voiture, il la lui tendit doucement. « Juste un petit quelque chose, » dit-il, « utilisez-la pour vos courses. » Les yeux d'Amara s'emplirent de gratitude, elle serra l'enveloppe contre sa poitrine. « Merci, monsieur, que Dieu vous bénisse, » dit-elle. Jean-Luc sourit de nouveau, hocha la tête, puis se tourna vers le groupe d'organisateurs qui se trouvait à proximité. Amara se retourna et commença à marcher vers la route principale. Elle arriva à l'arrêt de bus, attendit quelques minutes, puis un petit bus jaune en direction de son quartier arriva. En montant dans le bus, Amara se faufila dans un petit espace à l'arrière. Le bus était déjà plein, et le bruit de la circulation emplissait l'air. Elle s'assit rapidement, posant son sac à main. Sur ses genoux, quelques minutes plus tard, le bus commença à ralentir, ils étaient arrivés à son arrêt. Amara ouvrit précipitamment son sac à main pour en sortir de l'argent afin de payer le chauffeur, mais juste au-dessus de l'argent se trouvait son téléphone. Sans réfléchir, elle souleva le téléphone et le posa délicatement sur ses genoux pour atteindre les pièces qui se trouvaient en dessous. Le chauffeur cria alors « Madame, où est l'argent ? Veuillez descendre, vous me retardez. » Amara prit l'argent, le lui tendit, puis prit rapidement son sac et le paquet de riz qu'elle avait reçu. Dans la précipitation pour descendre avant que le bus ne reparte, elle oublia la seule chose qu'elle avait posée sur ses genoux. Son téléphone, elle se leva précipitamment, descendit du bus et rejoignit la foule sur le trottoir. La porte du bus se referma derrière elle, et le chauffeur démarra, dans le bus en marche. Le téléphone d'Amara roula discrètement du siège au sol, sans que personne
Ne le remarque, elle n'avait aucune idée de ce qu'elle venait d'oublier. Pas encore. De retour à la maison, elle ouvrit son sac pour en sortir son téléphone. Elle voulait appeler Jean-Luc, le remercier encore une fois, mais le téléphone avait disparu. C'est alors qu'elle se souvint. Le téléphone était sur ses genoux, et elle s'était levée trop vite. Amara s'assit par terre, ses yeux étaient rouges, mais elle retenait ses larmes. Elle ferma les yeux et murmura d'une voix douce : « Dieu, tu es fidèle. » Malgré la douleur, elle continuait à y croire. Plus tard dans la soirée, Jean-Luc était assis dans son salon, le cœur débordant d'excitation. Il sourit intérieurement en se remémorant le sourire discret d'Amara, sa voix douce et l'éclat de ses yeux lorsqu'il lui avait donné l'enveloppe. Il voulait entendre à nouveau sa voix. Il prit son téléphone et composa le numéro qu'elle avait enregistré plus tôt, mais il ne sonna pas, il tomba directement sur la messagerie vocale. Ce numéro est désactivé. Il marqua une pause, puis il réessaya, toujours éteint. Peut-être que la batterie de son téléphone est faible, se dit-il, ou peut-être qu'elle l'a éteint pour se reposer. Il attendit environ 30 minutes et réessaya. Toujours indisponible, Jean-Luc s'adossa au canapé. Un sentiment étrange commença à l'envahir. Pourquoi le téléphone est-il toujours éteint ? Murmura-t-il. Le lendemain matin, il était agité, il s'habilla discrètement, monta dans sa voiture et retourna au même supermarché. Arrivé là-bas, il se dirigea droit vers la caisse. « Bonjour », la salua-t-il. La dame leva les yeux et sourit. « Bonjour, monsieur. »« S'il vous plaît, » dit Jean-Luc, « savez-vous par hasard où habite cette jeune femme ? Celle qui m'a rendu mon portefeuille ? » Amara. La caissière marqua une pause, puis secoua la tête. « Non, monsieur, elle ne nous a jamais dit où elle habitait. Elle était venue faire ses courses et est repartie. » Les épaules de Jean-Luc s'affaissèrent légèrement, il hocha lentement la tête et força un sourire. « Très bien, merci. » En retournant à sa voiture, son esprit était plein de questions. M'avait-elle bloqué ? Lui était-il arrivé quelque chose ? Il ne savait pas quoi penser. Il resta assis quelques minutes dans sa voiture, silencieux, le regard fixé à travers le pare-brise, puis il démarra le moteur et rentra chez lui. 2 jours plus tard, Jean-Luc décida d'aller rendre visite à un proche. Il pensait que cela pourrait l'aider à se vider l'esprit, alors qu'il roulait dans une rue calme, non loin de la périphérie de la ville. Quelque chose attira son attention. Une femme âgée était assise près d'un petit étal en bois. Sa tête était appuyée contre le mur poussiéreux. Ses jambes étendues sur le sol, quelques bananes étaient posées sur la table. À première vue, elle ressemblait à quelqu'un qu'il avait déjà vu. Il ralentit un peu, les yeux toujours fixés sur elle. En approchant, son regard se fixa sur son visage, sa poitrine se serra, il regarda à nouveau, plus sûr de lui. « Oui, c'est elle », murmura-t-il. Jean-Luc s'arrêta doucement au bord de la route, coupa le moteur et sortit discrètement. Il s'approcha lentement, l'observant attentivement, puis son cœur fit un bond. Il la connaissait, il s'approcha et l'appela doucement. « Maman ». La vieille femme se réveilla rapidement, elle avait l'air effrayée, c'était la nounou d'enfance de Jean-Luc. « S'il vous plaît, qui es-tu » demanda-t-elle d'une voix faible. Jean-Luc sourit doucement. « C'est moi, Jean-Luc, le fils de Monsieur Beaumont, le mari de Madame Isabelle. » Les yeux de la femme s'écarquillèrent. Elle resta immobile un instant, scrutant son visage, puis elle se couvrit la bouche des 2 mains. « Beaumont » demanda-t-elle. « Ton père est Monsieur Beaumont et ta mère Madame Isabelle. » Jean-Luc hocha la tête. « Oui, maman. » La femme poussa un petit cri de joie et le serra fort dans ses bras. « Mon fils, » dit-elle, « tu as tellement grandi, je te portais sur mon dos, j'ai travaillé pour tes parents il y a de nombreuses années.
Ah, Dieu est merveilleux. Jean-Luc sourit et lui prit les mains. Maman, que fais-tu ici? Pourquoi dors-tu dehors? La vieille femme soupira et détourna le regard. C'est une longue histoire, mon fils. Jean-Luc n'avait pas besoin d'en savoir plus, il lui prit doucement le bras. Viens, je te ramène chez moi. Sans hésiter, elle le suivit, il l'aida à monter dans sa voiture et ils partirent tranquillement. Arrivé chez lui, il lui offrit une chambre chaude pour dormir, des vêtements propres et de la nourriture. Le lendemain matin, Jean-Luc entra dans sa chambre et l'accueillit avec un sourire. « Bonjour, maman », dit-il. La vieille femme se redressa lentement et le regarda, les larmes aux yeux. « Bonjour, mon fils », répondit-elle. Jean-Luc s'approcha et essuya ses larmes avec un mouchoir, mais sa voix se brisa en parlant. « Mon fils, que Dieu te bénisse. Tu ne sais pas ce que tu as fait, tu m'as éloigné de la honte et de la supplication. Ces mots me blessent profondément. » Jean-Luc la regarda et lui dit d'une voix calme et ferme. « Tu ne m'en diras plus jamais. » Et il le pensait de tout son cœur. Puis Jean-Luc conduisit la vieille femme au salon, il lui offrit un thé chaud, puis s'assit en face d'elle et lui demanda doucement. « Maman, pourquoi étais-tu allongée au bord de la route? Que s'est-il vraiment passé ?» La vieille femme soupira profondément, son regard était perdu, comme si elle voyait de vieux souvenirs. « Mon fils, » commença-t-elle lentement, « après que tes parents ont déménagé en France, ils m'ont donné de l'argent, j'étais tellement heureuse, je l'ai utilisé pour créer une petite entreprise, j'ai commencé à vendre des produits alimentaires sur un marché local, j'ai aussi loué un petit appartement. » Vincent l'écoutait tranquillement, hochant la tête. « Au début, tout allait bien, » poursuivit-elle, mais des années plus tard, l'activité a commencé à décliner, les prix des denrées alimentaires ont augmenté, les gens n'achetaient plus comme avant, mes marchandises commençaient à se gâter. Parfois, je restais au marché toute la journée sans vendre grand-chose. Sa voix s'affaiblit. Un jour, mon propriétaire m'a demandé de payer mon loyer. Je l'ai supplié de me donner du temps, mais il a refusé. Quelques semaines plus tard, il est arrivé avec 2 hommes et a jeté mes affaires dehors. Les yeux de Jean-Luc s'écarquillèrent. Qu'a-t-il fait? La vieille femme hocha la tête tristement. Oui, mon fils. J'ai fait mes valises et j'ai emménagé dans ma petite boutique. C'était le seul toit qui me restait, je dormais là toutes les nuits. Elle marqua une pause, ses mains tremblaient légèrement, puis une nuit, vers minuit, je dormais par terre dans le magasin. Soudain, 5 hommes ont fait irruption, ils ont défoncé la porte. J'ai essayé de crier, mais l'un d'eux a pointé une arme sur moi. Ils ont volé tout l'argent que j'avais gagné ce mois-là. Ils ont pris mon téléphone et les denrées les plus chères. Jean-Luc était déjà penché en avant, les mains jointes. Elle continua. Le mois suivant, le propriétaire du magasin est venu et lui a dit « Si vous ne payez pas le loyer, partez. » J'ai pleuré. Je l'ai suppliée, mais elle a fermé la boutique et m'a renvoyé. Des larmes coulèrent lentement sur les joues de Jean-Luc, il se couvrit la bouche et détourna le regard, essayant de rester fort. « Maman, » murmura-t-il, « tout ça est arrivé. » La vieille femme hocha la tête, ses lèvres tremblaient, la douleur était pesante dans le cœur de Jean-Luc, il ne pouvait pas parler, il ne pouvait plus bouger, il ne pouvait que rester assis là, le regard perdu dans le vide. Après cette longue et pénible conversation, Jean-Luc entra dans son bureau et resta assis tranquillement quelques minutes. Puis il prit son téléphone et composa un numéro, c'était l'ingénieur de son chantier. « Bonjour, monsieur. » Répondit l'ingénieur. « Bonjour, » dit Jean-Luc calmement, « j'ai une mission spéciale pour vous. »« Je vous écoute, monsieur. »« Je veux que tu construises une maison de 4 chambres.
dit Jean-Luc, fais-la simple mais solide, elle doit être prête dans les 2 mois. 2 mois? Répéta l'ingénieur. Oui, dit Jean-Luc, c'est pour quelqu'un de très spécial, elle emménagera une fois les travaux terminés. L'ingénieur marqua une pause, puis répondit « Très bien, monsieur, considérez que c'est fait. » La construction commença la semaine suivante. La maison s'éleva brique après brique, elle était située non loin d'un quartier calme de la ville, paisible et sûr. Les semaines passèrent, et par un après-midi ensoleillé, Jean-Luc décida de visiter le chantier, il voulait constater l'avancement des travaux. Il arriva dans son SUV noir, en sortit lentement et observa les alentours. La structure était à moitié terminée, le toit n'était pas encore en place, mais les murs étaient déjà dressés. Alors que Jean-Luc s'approchait du bâtiment, quelque chose attira son attention, une jeune femme, vêtue d'un foulard poussiéreux et d'un long vieux t-shirt, passait devant lui, un lourd parpaing sur la tête. Elle était concentrée, ne regardant nulle part ailleurs, mais son visage. Son visage lui semblait familier, Jean-Luc marqua une pause, son cœur battait un peu plus vite, il plissa les yeux et murmura « Attends, serait-ce elle ?» Il fit un pas en avant, puis un autre. La dame s'approchait toujours, le parpaing en équilibre précaire, la sueur lui coulait sur le visage, ses mains étaient couvertes de ciment, Jean-Luc l'appela doucement « Amara ». La dame se figea, elle se retourna lentement, et son regard croisa le sien. « Monsieur », dit-elle d'une voix presque brisée, « encore vous ». Ils restèrent là, tous deux surpris, tous deux confus, tous deux pleins de questions. Jean-Luc s'approcha et la regarda droit dans les yeux. « Vous savez, » commença-t-il doucement, « le jour où on m'a dit qu'une jeune femme avait trouvé mon portefeuille rempli de devises et me l'avait rendu alors qu'elle avait toutes les chances de le prendre, j'étais abasourdi. » Amara ne dit rien, ses yeux restèrent fixés sur lui. Jean-Luc poursuivit. J'avais prévu une récompense digne de vous. J'attendais même votre appel, mais maintenant, en vous voyant ici, portant des parpaings sous ce soleil brûlant, faisant le genre de travail que seuls les hommes font, et sachant encore que vous avez rendu ce portefeuille sans toucher à l'argent. Il marqua une pause, secouant lentement la tête, incrédule, cela m'intrigue encore plus. Puis, d'une voix calme et ferme, il dit « Tout de suite, j'ai besoin que vous lâchiez ce parpaing et que vous veniez avec moi. » Les doigts d'Amara se resserrèrent autour du bloc de béton. Elle leva les yeux vers lui, silencieuse, incertaine. Quel était le plan que Jean-Luc lui avait préparé? Et maintenant qu'il avait vu ses véritables difficultés, qu'allait-il faire ensuite? Ce moment précis marquerait-il le début de leur histoire d'amour? Ou le début de quelque chose d'encore plus grand?